Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Avec ses 1250 km de côte littorale, on oublie parfois que le Finistère est aussi riche en eau douce. Parmi ces nombreux cours d'eau, il y a l'Elorn, cette rivière qui passe sous le pont habité de Landerneau et se jette dans la rade de Brest sous le pont de l'Iroise. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de l'Elorn, c'est la 13e édition de la semaine de l'Elorn, nous vous invitons à en découvrir les secrets. Philippe Masquelier, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez au syndicat du bassin de l'Elorn et dites-nous un petit peu ce qui fait de l'Elorn une rivière si particulière. L'Elorn est une rivière particulière parce que c'est un fleuve côtier breton à la pointe de la Bretagne. C'est un des derniers fleuves côtiers de l'ouest breton, une quarantaine de kilomètres de long et qui est très riche et très fragile aussi, mais on y trouve beaucoup de saumon. Il remonte dans l'Elorn par an autant de saumon que dans la Loire. Donc c'est une rivière importante, intéressante, fragile et fascinante à découvrir. Et alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'Elorn a, comme nous tous, une empreinte numérique, n'est-ce pas? Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour. Bah oui, j'avais cherché celle de notre invité, mais comme il est d'une discrétion de saumon, précisément, souhaitant traverser Landerneau sans finir en papillote, je me suis plutôt intéressé à l'empreinte de l'Elorn lui-même. On verra ça tout à l'heure dans l'Instant Web. Et puis comme chaque jeudi, vous retrouvez bien sûr la brève de chambre de Sébastien Chambre, ce sera en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre avec Camille Pochet. Bonjour Camille. Bonjour. Alors ce mercredi, Brennilis a tremblé à cause d'un accident à l'intérieur de la centrale en déconstruction. Oui Pauline, ce mercredi, peu après 15h30, un incendie se déclare dans la centrale nucléaire de Brennilis, actuellement en plein démantèlement. Alors le feu prend dans un local près du réacteur, c'est-à-dire près du cœur nucléaire, a priori. Pour l'instant, les informations qu'on a, ce serait une opération de meulage qui serait en cause. L'incendie a été éteint vers 17h30. 4 personnes ont été prises en charge sur le site de Brennilis par les pompiers. Des contrôles ont été effectués sur elles avant qu'elles ne quittent le site de la centrale pour vérifier qu'elles ne présentaient pas de contamination. Alors tout de suite, on écoute le directeur de la centrale de Brennilis au micro de Claude Prigent du Télégramme. L'ensemble du personnel a été évacué, ils ont été contrôlés, l'ensemble du personnel a été contrôlé, il n'y a pas de contamination. Il y a 3 personnes qui ont été prises en charge par les services médicaux des CHU de Brest et de Morlaix. Ils ont été contrôlés avant de partir, ils ne sont pas contaminés, ils sont donc pris en charge par ces services médicaux de façon à ce qu'ils aient les contrôles complémentaires. Alors Camille, est-ce qu'on a des nouvelles de ces employés ? Alors, à 23h ce mercredi, les 3 employés étaient sortis des hôpitaux de Morlaix et de Brest. Et à la même heure, le plan d'urgence interne qui avait été mis en place juste après le départ de feu est levé. Alors on peut dire aujourd'hui que le danger est écarté. Alors selon EDF, que nous avons joint par téléphone, des mesures de radioactivité ont été effectuées sur le site de la centrale ce jeudi. À l'intérieur, on est à un niveau de radioactivité normal. Aucune contamination n'est pour l'instant observée. Depuis ce jeudi matin, il faut savoir que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est sur place à Brennilis et ses équipes effectuent des expertises afin de déterminer notamment la gravité de l'événement. Il faut également savoir si d'éventuelles modifications devront être mises en place ou non. L'incident sera probablement classé de niveau 1 sur une échelle qui va de 0 à 7. Alors le maire de Brennilis, Alexis Manac, se dit lui maintenant rassuré. On l'écoute. Qu'il y ait des interrogations, c'est tout à fait normal et légitime. Hier, je me suis rendu sur le site, donc dès que j'ai pu, aussi vite que j'ai pu, et face au déploiement des secours sur le territoire de la commune, je pense qu'il y avait effectivement quelques inquiétudes à avoir, et la population a été assez vite rassurée, puisqu'il y a eu un communiqué de presse de l'exploitant qui a sans doute permis à la population de ne pas trop paniquer. La centrale, elle est là depuis déjà un certain nombre de décennies et que finalement elle fait partie du paysage. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas en droit de s'interroger sur ces opérations qui effectivement, comme vous le disiez, sont des opérations qui sont menées pour la première fois par l'exploitant EDF.
Et pas d'inquiétude du côté des habitants non plus. Alors certains restent quand même critiques à l'égard de la gestion du chantier de déconstruction de cette centrale. Alors il faut quand même savoir que Brennilis fait partie des toutes premières centrales nucléaires construites en France. Elle était un test en 1962 quand elle a été construite et elle le reste aujourd'hui en termes de déconstruction. On est au stade de l'expérimentation dans ce domaine. Il faut savoir qu'en France, on ne sait pas démanteler totalement une centrale nucléaire. Alors ça inquiète notamment certaines associations des environs, comme me l'a expliqué Michel Marzin, que j'ai joint par téléphone. C'est un ancien employé de la centrale nucléaire et il fait maintenant partie d'une association environnementale. Alors lui, il émet des réserves concernant les chantiers menés sur le site de Brennilis. Il indique avoir déjà été en contact avec l'autorité de sûreté nucléaire concernant les réserves qu'il a pour signaler des manquements aux normes de sécurité sur le site. Et il n'est pas le seul à émettre ses réserves. On a rencontré notamment Christian Troadec, élu au conseil départemental, et lui aussi souhaite obtenir plus de transparence concernant ces opérations. On l'écoute tout de suite. Ne pas avoir été prévenu, ce qui n'est pas acceptable. Conseil départemental du canton où Brennilis se situe, ne pas avoir été informé de ce qui venait de se produire, je trouve que c'est déjà une faute. Et puis ce qu'on souhaite vraiment maintenant, c'est toute la transparence de la part du préfet, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Quelle est l'origine réelle de l'incendie, avec quels matériaux cet incendie a pu prendre, quelles sont les fumées, les gaz qui ont pu s'échapper du bâtiment, les personnels, est-ce qu'ils sont vraiment en sécurité? Alors, est-ce que l'activité a repris sur le site ? Non, pas encore. Les employés sont actuellement sur le site de la centrale. Le démantèlement n'a pas encore repris. Pour l'instant, ils se concentrent sur la recherche des causes de l'accident. Merci beaucoup Camille pour cet éclairage. Alors dans l'actualité également, la démission du président du marché du port breton à Plérin, Daniel Picard, ce jeudi, en pleine crise de la filière porcine. Cette annonce a eu comme conséquence d'annuler la cotation du jour, cotation qui est reportée à vendredi ou à une date ultérieure. Le nouveau président du marché du port est François Pau, producteur de porc à Plounévez-le-Christ. À noter aussi que le groupement porcin a renoncé au prix de 1,40 € le kilo préconisé par le gouvernement. Une seule chambre de commerce et d'industrie pour le Finistère, c'est la conséquence de la réforme consulaire qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Cette fusion des CCI de Quimper, Morlaix et Brest va permettre au département de faire partie du cercle très fermé des 13 CCI métropolitaines. On écoute à ce propos Franck Bellion, c'est le président de la CCI de Brest. Il intervenait ce jeudi sur le plateau d'Eco & Co. La loi NOTRe oblige les métropoles à avoir leur propre stratégie de développement économique et il faut que nous, chambres de commerce du département, soyons très proches de la métropole pour les accompagner à prendre les meilleures décisions sur le plan économique. Ce sont les politiques qui prennent les décisions, mais notre rôle, c'est de les accompagner. Et c'est ce qu'on a toujours fait, autant Morlaix que Quimper que Brest jusqu'à présent. Il faut que demain, nous puissions continuer à accomplir cette mission auprès des politiques pour les aider à prendre les meilleures décisions sur le développement économique. Et là, on a vraiment un rôle important à jouer demain. Et vous retrouvez les 3 présidents des CCI finistériennes cette semaine dans Eco & Co. Forensic, c'est le nom d'une société installée à Questembert dans le Morbihan depuis 3 ans. Elle est spécialisée dans la criminalistique, l'étude des preuves et indices pour établir un délit. Alors régulièrement, Forensic organise des formations dont les stagiaires sont des médecins légistes ou encore des avocats. Exemple avec une formation de criminalistique subaquatique suivie par Céline Lestrade de TB Sud. Ils ont délaissé leur robe d'avocat pour une combinaison de plongée. Après une matinée théorique sur la criminalistique subaquatique, les 9 stagiaires du jour s'en vont en mer pour une plongée sur épave. Le but de cette journée, se former aux normes européennes régissant la découverte d'une scène de crime en milieu maritime. Alors la criminalistique en général, c'est vrai qu'elle est très peu abordée, et que ce soit les avocats, les magistrats, les experts judiciaires, voire même les médecins, sont très peu formés en fait dans le domaine de la criminalistique. Alors dans le domaine de la criminalistique dans le milieu maritime, je peux vous dire qu'ils sont encore moins formés. Les avocats sont en général très séduits par ces formations. Elles peuvent leur donner les clés pour défendre des clients. Ça nous permet d'avoir une connaissance des pratiques, notamment des gendarmes, des policiers, savoir dans quelles conditions ils doivent travailler, si les opérations qui ont été menées ont été faites dans les règles. Et puis ça nous donne aussi la possibilité de penser à certaines opérations. Ça fait partie des éléments, oui, que nous, on peut avoir intérêt à soulever après, soit en cours de l'instruction, soit ensuite au stade du jugement.
Les stagiaires ont ensuite assisté à un exercice des plongeurs de la gendarmerie maritime. Le scénario du jour, une personne est portée disparue et trouvée au fond de l'eau avec 2 indices, un téléphone portable et un revolver. L'objectif pour les plongeurs, amener tous les éléments intacts hors de l'eau et selon les bonnes procédures. L'identification criminelle a des allures de série américaine. Thierry Lezeau, en grand fan, accepte volontiers la comparaison. Dans ces séries, bien évidemment, qui n'inventent rien. Toutes les techniques existent. Hein. Le Blue Star, vous parlez des empreintes, bah oui, forcément. Il faut savoir que sur une tonne de crime, c'est ça, on a toutes ces techniques qui relèvent de notre possibilité. La blonde de Miami a 52 minutes pour régler son truc. Nous, parfois, on peut avoir plusieurs mois, plusieurs années, hein, mais ça demande une rigueur, quoi. La société Forensic organise des stages partout en France, en Europe et même jusqu'en Amérique. Prochain rendez-vous à l'OEAC pour l'accidentologie routière. Et enfin, cette image surprenante au large de Plouguerneau. Ce jeudi matin, le groupement des démineurs plongeurs de l'Atlantique a fait exploser une ancienne mine sous-marine datant de la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'explosion, la mine était immergée à 11 mètres de profondeur et a provoqué une gerbe d'eau d'une 60aine de mètres. Cette image est signée David Cormier du Télégramme. Et de la mer agitée, on passe à la calme rivière, les Lornes, plus exactement, avec notre invité. Alors Philippe Masquelier, vous travaillez pour le syndicat du bassin de l'Elorn, cet organisme dont on entend souvent parler lorsqu'il s'agit de pollution des eaux. Mais quelle est exactement la fonction du syndicat du bassin de l'Elorn ? Alors, le syndicat de bassin de l'Elorn a été créé dans les années 70 pour la réalisation du bassin du lac du Drennec, du barrage du Drennec. Et s'est développé depuis sur d'autres compétences et notamment tout ce qui a trait à la qualité de l'eau et au milieu aquatique. Alors pourquoi vous organisez cette semaine de l'Elorn? C'est pour qui et ça sert à montrer quoi? Alors la semaine de l'Elorn, ça sert un petit peu à sensibiliser les gens sur nos problématiques liées à l'eau. Donc ça s'adresse aux scolaires, ça s'adresse au monde agricole, ça s'adresse aux élus et puis ça s'adresse au grand public. Tous les habitants des rives de l'Elorn en particulier. De l'Elorn en général, puisque notre territoire de compétence va de Envec à Plouzané, en passant par Tizin et Landivisio. Alors justement, pêcheurs, agriculteurs, amateurs de loisirs nautiques, est-ce que tous ces différents acteurs de l'Elorn vivent en parfaite harmonie? Pas toujours, mais on va dire que le but de notre structure, c'est d'essayer de faire en sorte que on puisse concilier des enjeux économiques du territoire avec des enjeux environnementaux. Et d'ailleurs, des enjeux environnementaux qui sont parfois liés très fortement aux enjeux économiques. Quand vous avez de la conchyliculture, de la pêche professionnelle ou de loisirs, vous avez des exigences de qualité d'eau, des exigences environnementales fortes. Dans une eau de mauvaise qualité, la conchyliculture, la pêche, etc. ne peuvent pas se réaliser dans de bonnes conditions. C'est pareil pour la baignade, par exemple, et tous les loisirs qui sont liés à l'eau. Alors vous en parliez tout à l'heure, le lac du Drennec, c'est l'une des particularités de l'Elorn. Quelle est sa fonction exactement? Alors le lac du Drennec a été construit à la fin des années 70, enfin le barrage du Drennec plus exactement. C'était pour soutenir l'Elorn, la quantité d'eau, le débit de l'Elorn en période de sécheresse. En fait, c'est pour pouvoir disposer tout le temps, toute l'année, de suffisamment d'eau dans la rivière pour pouvoir à la fois avoir une rivière avec de l'eau dedans, hein, tout simplement. Ça arrivait régulièrement, la sécheresse Alors, les sécheresses arrivaient régulièrement, et puis on est arrivé à des situations où on arrivait difficilement à alimenter les populations en eau. Il faut savoir que l'Elorn alimente quand même près de 300 000 personnes en eau, donc le pays de Brest, mais aussi une partie du territoire, les territoires de Landivisio, Landerneau et la presqu'île. Donc, pas la presqu'île de Crozon, la presqu'île de Plougastel d'Aoulas, pardon. Donc il y a des enjeux importants sur l'eau et d'avoir ce barrage qu'on appelle de soutien d'étiage qui soutient la rivière en période de sécheresse, ça permet d'avoir toujours suffisamment d'eau dans la rivière pour pouvoir à la fois avoir de l'eau pour potabiliser et avoir de l'eau pour la vie qui se passe dans la rivière, pour les poissons et tous les organismes qui vivent dans la rivière, dans de bonnes conditions. Jusqu'à quelle hauteur l'eau est salée dans l'Elorn? Alors l'eau peut être salée en amont de Landerneau.
quasiment jusqu'à la Roche-Maurice. En fait, vous avez l'usine d'eau potable de Pontarbled qui a été construite juste à l'amont des plus hautes arrivées de sel donc ça dans les remonte avec la... Donc ça peut remonter bien au-delà du pont habité dont vous parliez tout à l'heure. Ça peut remonter en amont de la ville de Landerneau. Est-ce qu'on peut voir sur les Lornes comment ça s'appelle, Mascaré? Non. Comme sur la Gironde. On a le pont habité. Sous le pont habité, vous avez un barrage. Qui garde de l'eau dans la rivière et l'Orne le long de Landerneau. Donc ce barrage est dans l'eau à marée haute, mais hors d'eau à marée basse. On peut le voir assez bien. Pas de risque de grosses vagues qui remontent les Lornes. Alors, parmi les missions du syndicat du bassin des Lornes, il y a des travaux étonnants, comme ceux effectués depuis 1 an à Baudilis, au lieu dit de Pinguili, pour être précis, je prononce bien Pinguili. Oui. Un petit cours d'eau a retrouvé son lit d'origine, de quoi faciliter la remontée des poissons et permettre aux promeneurs de découvrir un paysage bucolique. Découverte des lieux avec Anaïs Plateau. À Baudilis, le ruisseau le Penguili vient de retrouver son lit d'origine. Dans les années 60, le cours d'eau avait été dévié pour rejoindre le canal d'alimentation d'un moulin situé juste à côté. Un étang avait également été creusé en amont. Lors de ces aménagements, le Penguili est comblé. Problème, ça entrave la faune et la flore locale. Il y a de grosses chutes d'eau qui empêchent la remontée des poissons notamment, et puis les sédiments du coup ne s'évacuent non plus pas très bien. Le Grenelle de l'environnement interdit ce genre d'obstacles pour préserver la continuité écologique. Et c'est le syndicat de bassin de l'Elorne qui s'est chargé des travaux pour un montant d'environ 150 000 €. Les travaux ont commencé en fin juillet 2014, donc par la vidange de l'étang, puisqu'il a fallu le vider pour pouvoir refaire le cours d'eau. Ensuite, nous avons fait une partie des travaux en septembre-octobre 2014, mais malheureusement, les boues de l'étang et la météo nous ont obligés à arrêter les travaux fin octobre 2014, et donc nous avons repris en mai 2015. Et ils ont été finis début juillet. L'étang a aujourd'hui disparu. Il laisse sa place à l'eau qui déambule entre les pentes herbées. Seule trace de l'homme visible, un ensemble en béton situé en amont. Cet ouvrage en fait est ce qu'on appelle un répartiteur des débits, donc qui va permettre d'avoir suffisamment d'eau dans le cours d'eau que l'on a recreusé, en ne laissant au bief du moulin que le volume d'eau dont ils ont droit, notamment en période de basse eau, où même le bief du moulin pourrait être quasiment à sec, puisque la loi oblige à ce qu'il y ait un débit réservé dans les cours d'eau. Toutes les autres constructions et canalisations ont été désinstallées. Des tuyaux d'alimentation, une grosse conduite qui ressortait de l'ouvrage et qui rejoignait le cours d'eau en aval, et une petite conduite qui arrivait de l'étang sous un remblai. Ici, désormais, les promeneurs pourront observer les poissons et qui sait peut-être même des saumons. La nature reprend ses droits. Alors ce petit cours d'eau va être inauguré, Philippe, samedi, c'est ça? Oui, samedi, c'est une journée des élus et on va inaugurer les travaux qui ont été faits avec les élus et une partie des membres de la commission locale de l'eau de l'Elorne. Sinon, le point d'orgue de cette semaine de l'Elorne, c'est dimanche au lac du Drennec. Dimanche, à partir de 14h, au lieu-dit le Drennec, donc au niveau du barrage. C'est une demi-journée d'accueil du public, grand public. Donc on fera visiter la galerie souterraine du barrage. En général, ça a beaucoup de succès. Oui. Mais on a des animations aussi, puisqu'on est l'année internationale du sol cette année. Donc on a des animations liées au sol et à la biodiversité. Donc on a des gens de l'INRA qui viennent nous faire une présentation, une exposition. Il y aura un terrarium, des choses comme ça. On a les petits débrouillards qui viennent avec leur science tour parler du sol, de la géologie. Et puis nous, on va animer autour d'une maquette de bassin versant, expliquer un petit peu notre travail quotidien au travers de ce qu'on peut montrer sur la maquette et le chemin de l'eau, les pollutions, etc. etc. Cette année internationale du sol, je suis sûre, Benjamin Camille, que vous ne saviez pas que c'était l'année internationale du sol. Non, ça n'a pas été très bien vendu. Est-ce que c'est important justement pour des métiers comme les vôtres? Alors, le sol est vraiment quelque chose de primordial. Hein. C'est l'interface entre l'air et la terre. C'est idiot à dire, mais il est d'une importance capitale. C'est dans le sol que se font pas mal d'échanges au niveau de l'eau, il y a beaucoup de micro-organismes qui recyclent finalement. Le sol est le premier site de recyclerie Quand on parle de sol, c'est les premiers centimètres sous nos pieds. Hein. Oui, c'est les quelques dizaines de premiers centimètres sous nos pieds. Donc c'est extrêmement important. Il faut faire attention au sol. C'est lui qui va permettre de traiter une partie des pollutions, de garder un petit peu de polluants, etc. Quand
quand on en met sur les sols. Et puis c'est très fragile le sol, hein, qui peut partir lorsque le sol est nu. Si vous avez une grosse pluie par ruissellement, ce sol va se retrouver dans la rivière et in fine dans l'estuaire. Donc c'est dommage, hein, les sols sont très riches, sont très lents à se renouveler. Donc c'est quelque chose, c'est une interface très importante aussi pour la régulation de l'eau. Est-ce que dans le Finistère, la mer ne fait pas un peu trop d'ombre aux rivières? Est-ce que c'est pour cela aussi que vous organisez cette semaine de l'Élorn? On parle beaucoup des problèmes liés aux maritimes. C'est, je le disais, 1250 km de côte sur notre département. Est-ce que justement vous pouvez en souffrir un petit peu? Non, pas vraiment. Sur notre territoire, l'Élorn, c'est un fleuve côtier. Puis on s'est aperçu que dans les grands enjeux de notre territoire, du Sage de l'Élorn et de la rade de Brest, les grands enjeux sont des enjeux littoraux et maritimes. On a des enjeux de rivière également, hein, qui sont importants, mais on a des enjeux quand même littoraux et maritimes qui sont vraiment primordiaux. Donc il y a cette interface, il y a ce lien entre la terre et la mer, entre l'amont et à l'aval, à faire et à garder. Donc c'est important de ne pas séparer l'Élorn de là où il vient et puis de là où il va. Donc les monts d'Arrée et ses sources jusqu'à la mer. Donc c'est très important, l'estuaire et la rade de Brest sont aussi importants que le reste de la rivière jusqu'à sa source. Merci beaucoup Philippe Masquelier. Alors on retrouve bien sûr toutes les infos sur la semaine de l'Élorn sur votre site www.syndicat-bassin-elorn.fr. Tout de suite on passe à l'instant web. Alors Benjamin, que dit-on de l'Élorn sur Internet? J'ai commencé mes recherches sur les réseaux sociaux. Alors sur Facebook, je vais vous dire que c'est l'Élorn à marée haute. Hein. On trouve sous ce nom des pièces de moto, des fruits, du gaz, un lycée évidemment, des ambulances, une clinique vétérinaire, un groupe de rock, des chevaux, des dauphins, bien sûr des crocodiles comme chacun sait. En revanche, de sages, de syndicats de bassin ou de semaines de l'Élorn, n'est dit nada, pas plus que de Pierre-Alain sous le pont de l'Iroise. Et vous n'êtes pas sur Twitter non plus. Bon, ce qui n'est pas très grave, le sage de l'Élorn propose via plusieurs sites tout un tas de documents, hein, sur Gesto, déjà le site des outils de gestion de l'eau, il y a des tas d'arrêtés, d'avis d'enquête publique, de documents de stratégie, de tendances, etc. Je signale à nos amis de l'AJT, l'association amicale des amateurs de jargon technico-administratif, qui vont y être extrêmement heureux. Cet endroit est fait pour eux. Ils vont y pêcher du scénario tendanciel, de l'horizon décennal, des STEP, des blooms de dinoflagellés. Celle-là, j'ai bien aimé. Et sans doute des tas d'autres merveilles qui étaient pour moi plus proches du chinois que des explications. Mais il y a beaucoup plus grand public. Il y a le site, sur le site de réseau RAD, rad-brest.fr, qui propose des cartes, les dernières mesures effectuées, des graphiques, etc. L'exercice de transparence est plutôt réussi, ce qui tombe bien puisqu'on parle de fleuve. On voit par exemple ici des mesures de polluants. En rade de Brest, il y a aussi les mesures de nitrate sur l'ensemble du bassin. C'est un peu dommage que les synthèses sur la qualité de l'eau, qui ne doivent pas être les documents qu'on recherche le moins, ne soient pas plus récentes que 2010. C'est le cas aussi. Le site est en cours de refonte. Oui, c'est le cas aussi sur les documents de Gesto, hein, à part les arrêtés administratifs. Je me demandais, les 50 délais, c'est le temps que ça se décante, que les responsables puissent s'en aller à l'autre bout de la France. Vous avez un site internet du syndicat de bassin de l'Élorn sur lequel vous avez tout à jour. Non, plus sérieusement, il est étonnant en revanche que vous n'ayez vraiment pas de présence marquée sur les réseaux sociaux. Imaginons un tas de petits ruisseaux de renseignements qui se rejoindraient pour former une grande rivière d'information. Vous voyez l'image, ça vous parle? On vient d'ouvrir une page Facebook. Je crois qu'elle doit avoir. Non, mais Benjamin n'a pas fait bien ses recherches. Une semaine ou deux. Oui. Parce que c'est utile, un promeneur qui repère un fait étonnant, une asso qui organise un événement, un pêcheur qui veut poser une question, tout ça qui se rejoint sur votre page. Vous pouvez présenter des actions, diffuser vos documents, dialoguer avec le public, c'est pas totalement idiot. Je proposais que votre page, vous pouviez l'appeler Histoire d'eau. Avec un peu de bol, vous aurez des visiteurs qui ne cherchaient pas exactement des renseignements sages, mais que les mouvements de bassin ne devraient pas laisser indifférents. Vous voyez, c'est ça. TBO, vous arrivez les mains dans les poches et vous repartez avec des idées, un titre, un plan de bataille. Ne remerciez pas, c'est comme ça à chaque fois. Bon, en tous les cas, il y a une page Facebook, ça nous permet de le signaler, du syndicat du bassin de l'Élorn, et votre site est très bien fait par la même occasion. Merci beaucoup Benjamin. Tout de suite, c'est la brève de chambre. Salut! L'heure est grave.
on apprend que les voitures polluent. Et pire que tout, un grand constructeur automobile a menti à toute la planète en disant que ces voitures ne polluaient pas, alors qu'en fait, elles polluent. Comment ? Eh bien en mettant un truc, un logiciel qui fait en sorte que la voiture ne pollue pas au moment où on fait un contrôle anti-pollution. D'ailleurs, en fait, maintenant, le problème de pollution est réglé puisqu'il suffit de mettre le logiciel en permanence pour que ça ne pollue pas. C'est un sacré coup pour le moral. Parce qu'on s'est rendu compte que les industriels étaient capables de nous mentir. À nous, les citoyens, les utilisateurs, les habitants de la planète Terre. Alors que fera-t-on si un jour on apprend que le tabac est en fait mauvais pour la santé? Que fera-t-on si on apprend que sur une pomme de supermarché, il y a plus de pesticides que de pommes? Et si Auchan se mettait à faire du guacamole sans avocat, uniquement avec de l'huile et des colorants? Qu'est-ce qu'on ferait? Et si la plupart des restaurants français arrêtaient de faire de la vraie cuisine et nous vendaient en fait des produits préparés de chez Métro? Le délire. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on découvrait qu'il y avait du bœuf dans les lasagnes au cheval? Qu'est-ce qu'on ferait si on découvrait que le désherbant miracle de Monsanto qui ne pollue pas, en fait pollue quand même? Et vachement. Et beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait si on apprenait que les mers et les océans, ils étaient tous pollués par des plastiques et des métaux lourds? Qu'est-ce qu'on ferait si TF1 n'honorait pas ses engagements culturels qu'il a fait au moment de son acquisition par Bouygues et qu'en fait il passait que de la merde? Imaginez qu'un gouvernement se fasse élire pour faire baisser le chômage et qu'il ne le fasse pas. Imaginez qu'on découvre qu'un grand parti politique a triché sur ses comptes de campagne. Qu'est-ce qu'on ferait si un pays défenseur des libertés mettait en place un outil de surveillance des masses, un peu comme dans toutes les dictatures? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on apprenait que les laboratoires Servier avaient commercialisé un médicament qui avait en fait tué des milliers de gens? Alors, qu'est-ce qu'on ferait? On se battrait, c'est certain, pour que ça change. Heureusement, la maladie d'Alzheimer continue à progresser en France et demain, vous comme moi, nous aurons tout oublié. Les unes de journaux auront changé et les scandales aussi. Alors, tous ensemble, restons aveugles et surtout, n'oublions pas d'être formidables. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.